Quand tu veux. Alexandre, bonjour. Bonjour, Rémi. Enchanté. Parfois on se voit, enchanté, ouais. Et parfois on se voit pas, mais c'est comme ça. Ça fait un moment que je peux tutoyer. Oui, on va se tutoyer, ouais. T'es sur le terrain, les gilets jaunes, t'as commencé au début ou... Oui, alors en fait j'ai eu deux phases. C'est vrai que j'ai été pas mal sur les années 2020-2021, j'étais beaucoup plus chez les Patriotes. Et puis après j'ai été rattrapé par un souci d'équité et d'équilibre. Je me suis dit, surtout que j'avais bâti un article de philosophie assez profond où je parlais de la base de la pyramide sociale. Donc j'ai dit pour moi la base de la pyramide sociale, c'est les Patriotes et les Gilets jaunes. Et maintenant, il y a même d'autres corporations qui se viennent, au moins, même si c'est tardivement, se révolter aussi, les agriculteurs, après tout le personnel de santé. Enfin, voilà. Mais les Gilets jaunes, effectivement, j'étais vraiment ravi d'assister à la première, moi j'ai envie de la renaissance avec Dan, qui relançait un mouvement. Ah, j'ai vu ça. Tu as ta caméra là encore? Pardon? Tu viens souvent avec ta caméra? Oui, alors je ne peux pas m'en défaire. C'est vrai. Le travail, c'est l'image. C'est quand même mon travail. En fait, depuis 5 ans, on va dire, je me suis vraiment passionné pour le cinéma. Je me suis dit j'avais un challenge à relever. C'est venu, moi je suis entré vers le cinéma un peu par la philosophie. C'est-à-dire que j'ai commencé par être vraiment exacerbé par les valeurs de liberté, vérité, justice qui étaient massacrées. Et ça m'a donné envie de faire des films. J'arrive maintenant à... Juste 5 ans. Mais pas 5 ans. Tout petit, t'aimes bien l'image. Alors oui, effectivement, j'ai eu une longue période d'arrêt ou d'abstinence, si on veut. Et j'ai été passionné. À l'âge de 13 ans, j'ai écrit des scénarios. Voilà. Et j'avais la chance de... Ça date, alors. Ouais, c'est ça. J'avais la chance, j'ai eu une histoire de famille un peu compliquée. J'ai été rejoindre ma mère à l'âge de 13 ans en Normandie. Donc j'ai un peu navigué entre Rouen, Le Havre et Honfleur. Et à t'es Honfleur... normand? Non, je suis pas normand. Je suis né à côté de Paris. D'accord. Mais en réalité... Là, j'avais une excellente opportunité. J'avais à la fois mes scénarios à l'âge de 13 ans, qui étaient plutôt des histoires longues, pas structurées comme un scénario. Mais il y avait le fameux Jean-Luc Godard qui était à Honfleur. Et donc, mes parents y ont travaillé un certain temps, mais ils n'ont pas réussi à faire l'accroche pour la passerelle. Et puis, je pense que Jean-Luc Godard n'allait pas prendre au sérieux un gamin de 13 ans. Donc, c'est pas vraiment une opportunité ratée. Et là, en fait, 2018, ça t'a donné... il y avait un déclic pour toi. Oui, ça alors... fait 5 ans que t'es de retour, quoi. Absolument. En fait, je me suis dit, là, il y a un boulevard à prendre parce que le cinéma est un 7e art, comme on l'appelle encore aujourd'hui 7e art, mais enfin, je considérais qu'il était vraiment abandonné et pas exploité avec toutes ses capacités, quoi. Il y a beaucoup de navets aujourd'hui. On voit que la réalisation cinématographique se cantonne à un espèce de cercle privé, un clan de privilégiés qui reçoivent des subventions, même quel que soit le quota et la présence et le public qui assiste à ces films. Quoi. Indépendamment, oui, il y a de l'argent qui est donné, il y a des budgets, un peu comme dans les, côtés dans l'administration ou dans les budgets publics qui doivent être dépensés, voilà. C'est ça, et en fait on arrive vraiment à une situation complètement absurde qui laisse aucune place à la créativité, au renouveau. Et moi je crois qu'il y a vraiment un boulevard pour la renaissance du cinéma. En plus se trouve cette période très spéciale qui est vraiment un virage historique où là il est temps de grandir cet art qui est vraiment qui offre plein de superpositions possibles entre la musique, la narration, le texte, l'orientation des acteurs, l'enchaînement du message à passer. Pour moi, d'ailleurs, je creuse mon sillon avec mon 6e film que je suis en train de réaliser et qui va passer en avant-première le 5 avril. Je profite pour faire mon petit coup de pub. Bien sûr. Et donc au 104 rue de Vaugirard, au Forum 104, le 5 avril. Et en fait, à travers la révolte intérieure, plus toutes ces possibilités qu'offre le cinéma, et je trouve que réellement elles ne sont pas assez explorées, ben là il y a vraiment un outil formidable de communication et de révolte. Donc depuis 5 ans, tu prends des images régulièrement? Alors je prends des images, disons que effectivement je suis un peu comme toi aussi, c'est-à-dire j'ai pas mal commencé à faire un peu mon auto-formation, parce que il y a 5 ans je suis absolument autodidacte et je suis pas sorti du sérail, et je fais 100% de mes films tout seul. Donc là en fait je suis passé un peu de la prise de vue en manifestation à la réalisation de films long métrage qui durent plus d'1 heure. C'est pas seulement faire des images. T'es sur ordinateur alors? Alors, le montage se fait sur une station avec deux ordinateurs, oui. Bien sûr. Avec une table de montage, avec un logiciel de montage, bien sûr. Et bon, après, il y a toute la conception, la construction du scénario, le choix, le travail d'archive aussi pour aller chercher des sources, pour pouvoir confronter des textes, des citations, des dialogues importants d'auteurs connus. Comme là, il va y avoir spécialement dans le prochain film, et ça j'en suis très fier, une grande tirade de Victor Hugo, qui fait un long discours à l'Assemblée nationale, vraiment d'une telle actualité, parce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale n'est plus qu'une pièce d'enregistrement avec des Playmobil, quoi.
Donc là, Victor Hugo qui fait un long discours pour dire on doit pouvoir lutter contre la misère, aussi bien la souffrance est une loi divine, mais on peut lutter contre la misère de la même façon qu'on a pu éradiquer la peste ou le choléra, c'est un discours sublime, et il demande vraiment à ce qu'on fasse des décrets pour s'activer, pour lutter contre la misère. Mais qu'est-ce que ça serait? Ça serait formidable si on avait des députés de cette stature, de cette envergure aujourd'hui. Ton dernier film qui sort le 5 avril, tu dénonces, alors tu me parles vraiment de la société, là, t'as des coups de gueule à passer, quoi, quelque part. Exactement, mais en utilisant des textes de grands auteurs, je fais ce qu'on appelle une uchronie. Une uchronie, c'est en fait la possibilité de se faire se rapprocher de personnalités qui ne se sont pas connues en réalité dans leur époque, bien que là, ils étaient contemporains, ils auraient très bien pu se rencontrer. Frédéric Nietzsche, qui est mort en 1900, et Victor Hugo dans les années 1880. D'accord, dans ton histoire, tu les fais se rencontrer. Tu as créé des paroles, absolument. Alors, en s'appuyant sur un livre culte de Frédéric Nietzsche, qui est très important, qui s'appelle « Ainsi parlait Zarathustra ». Et dans le livre « Ainsi parlait Zarathustra », il y a non seulement un discours philosophique, mais il y a une dimension poétique. Il y a une véritable histoire, l'histoire de Zarathustra, qui s'est retiré dans la montagne pendant une dizaine d'années parce que il ne supportait plus l'humanité, quelque part il a voulu se retirer, et là il ne supporte plus la solitude, et il veut revenir vers les hommes. Et il a d'abord un premier échec dans une rencontre avec la foule qui le rejette, qui ne comprend pas sa démarche. Et là il se dit non, il ne faut pas que je cherche des bergers ou des moutons, il faut que je cherche des compagnons, le mot est très important. Et c'est là que je fais ma fiction, parce que je le fais dans les Pyrénées-Orientales, je le fais rencontrer Victor Hugo comme excellent compagnon. Donc il y a des acteurs. Alors les acteurs, disons, il y en a comédiens. deux. Oui, des comédiens. J'ai eu beaucoup de chance et beaucoup d'honneur et de fierté d'avoir pu intégrer une des anthologies vivantes du théâtre parisien, qui est Jean-Luc Génère. Donc il joue le rôle du vieillard saint en bas de la montagne qui réceptionne Jean-Luc Génère, qui réceptionne Zarathustra en bas de la montagne après ses 10 années. Lui, Jean-Luc Génère, reste dans la montagne et lui, il n'est plus que dans une croyance en Dieu, il rejette l'homme, il dit l'homme est trop imparfait. Et Zarathustra, lui, va revenir dans la civilisation. Je sais pas où il passe, attendez. Et alors, moi, je joue le rôle de Zarathustra, mais en fait, je reprends des textes, des sceaux, en fait, des sceaux S-C-E-A-U-X, du livre, à l'intérieur du livre de Ainsi parlait Zarathustra. D'accord. Et il n'y a pas, c'est moi qui joue le rôle de Zarathustra et Jean-Luc Génère le rôle du vieillard saint. Et c'est un court, un moyen c'est un long métrage qui va faire 1h15. 1h15. Ouais. Moi, quand ça dépasse l'heure, 1h10, c'est ça, le seuil, c'est 1 heure. En fait, on va dire, grosso modo, que j'ai fait que des longs métrages, parce que le seul qu'on appelle moyen métrage, il faisait 58 minutes. Ah oui, donc il est à 2 minutes du long métrage. Il n'y a pas long à aller jusqu'au long. C'était mon premier film, Octobre Bleu Pouce, qui était d'ailleurs déjà une uchronie, puisque je faisais rencontrer le philosophe allemand Wilhelm Hegel, le compositeur allemand Ludwig von Beethoven et le stratège Napoléon Bonaparte. Donc je refais un peu la boucle finalement avec ce 6e film, c'est un peu comme si je revenais à mes premiers amours. Ça va prendre du temps quand même, après il y a certainement aussi pas mal d'étapes, comme comment financer tout ça au départ. Oui, alors le financement, c'est vraiment en solo, il n'y a pas du tout d'aide du CNC. Le CNC peut arroser de subventions de plusieurs millions des vrais navets, mais par contre pour ceux qui essayent d'un cinéma expérimental, un cinéma en plus alternatif qui s'oppose au système, je pense qu'il n'y a pas du tout d'aide de CNC, donc je suis absolument sans aucune aide logistique ou financière. Donc là j'ai essayé d'acquérir moi-même petit à petit mes accessoires, mes outils pour pouvoir faire ce film. Et évidemment, comme c'est pas non plus des peplums où il y a 10 000 figurants, j'arrive à peu près à m'en sortir. Et c'est vraiment, il ne faut pas chercher la rentabilité quand on est un cinéaste alternatif. Et après, il faut que tu vives. Il y a plein de choses comme ça, c'est oui, alors à côté, effectivement, dans une longue période, moi j'ai bâti un site de soutien scolaire par Internet. Et il se trouve que par ailleurs, j'ose pas trop m'étaler sur trop de diversité parce que les gens finissent par se perdre. Mais j'ai été aussi un très bon joueur d'échecs, donc il m'arrive encore de donner des cours d'échecs. Et c'est un ancien champion de Paris de l'Open de Paris. Ah ouais. Donc je garde ces billes-là, ça me permet d'avoir effectivement encore quelques cours. Et c'est pratiquement ces activités-là qui financent mon activité cinématographique. Ah, si on veut vraiment avoir des cours d'échecs, c'est chez toi qu'il faut aller. Oui, pas de problème.
Et là, malheureusement, il pleut, il n'y a pas de terrasse de café, mais des fois, j'aime bien faire une improvisation avec faire une partie, ce qu'on appelle une partie à l'aveugle, c'est-à-dire que la personne sort son échiquier avec le repérage des lettres et des chiffres. Moi, je ne regarde pas l'échiquier, je fais la partie comme ça en dictant les coups, les yeux bandés. Et ça, bon, c'est... Les yeux bandés, mais on vous dit où sont, on te dit où sont passés les pions. Voilà, où la tête tournée, je dis cavalier F3, E4, E5, cavalier F3. Les bons joueurs d'échecs, ils ont combien de coups d'avance? Ça, disons, les très forts joueurs peuvent arriver à, disons, dérouler des variantes dans leur tête jusqu'à 15 à 20 coups. On a un très bon joueur français qui s'appelle Maxime Bachir-Lagrave, qui parlait d'une vingtaine de coups à l'avance. C'est un des aspects de la stratégie, c'est pas l'essentiel. En fonction de la position des pions, il y a pas mal de choses dans la tête qui se mettent en place. Oui. Vous pouvez faire ça. Après, sur de nouvelles positions. Ouais, c'est beaucoup de ramifications. Alors, un très grand joueur à son niveau, il a aussi une bonne connaissance, une très bonne connaissance théorique, des schémas d'ouverture. S'il y a des démarrages, la façon dont on démarre, l'adversaire débute, il y a une nouvelle façon de voir. Bien sûr, c'est très important. Les premiers coups sont décisifs pour tout ce qu'on appelle le milieu de partie, la stratégie, après des joueurs à très haut niveau. Je trouve ça fascinant les échecs, j'aime bien, mais il y a longtemps que j'ai pas joué, mais je suis pas bon du tout, mais j'aime bien les échecs. Justement, c'est un jeu vraiment où chacun peut prendre du plaisir à tout niveau. Mais c'est vrai que là, tu parles du très haut niveau, il y a la stratégie, il y a tout ce jeu au millimètre, il faut savoir aussi faire des sacrifices, c'est ça que j'aime bien dans le échec. Des fois, tu balances une pièce ou des pions, si tu donnes l'essentiel dans un axe de la position... ça rappelle la vie, les échecs, hein. Ça va peut-être très bien avec ce que tu fais, ton œuvre, la vie, ce que tu veux montrer, ce que tu dénonces. Absolument. Est-ce que tu fais des soutiens scolaires? Oui, c'est ce que je te disais. Mais ils ont quel âge? Alors moi, je fais du soutien scolaire du collège à la terminale. Collège terminale. En mathématiques et en physique. Mathématiques, physique, d'accord. Collège terminale. Je trouve ça intéressant ce que tu fais, ce que tu es. Quoi. Les échecs, c'est très particulier. Oui, c'est spécial et tu as raison d'aborder le côté. C'est comme une petite vie, c'est-à-dire que moi, je trouvais ça assez passionnant. Il n'y a pas d'autre enjeu que de faire une lutte. À la fois, c'est une lutte cérébrale, émotive aussi. Il y a beaucoup d'émotions. C'est un véritable sport. Et d'ailleurs, ça a été beaucoup discuté. Il y avait toujours à une voix après les jurys. Est-ce qu'on peut le faire passer dans les statuts d'un sport? Je crois que ça a basculé d'ailleurs récemment comme un sport. Parce que les gens ne s'en rendent pas compte, mais à la fin d'un tournoi d'échecs, un open qui dure 10 jours ou 9 jours, tu perds du poids. Il est assis, il fait rien, il pousse son échec. Mais non, parce que ça dépense beaucoup de calories et beaucoup d'énergie. Comment tu fais pour analyser le niveau des élèves? Alors en fait, je leur dis surtout, et ça c'est dans tous les domaines, je le dis aujourd'hui, moi je suis, et même dans mon cinéma, donc c'est vraiment, je te remercie de poser cette question. Moi je privilégie la question, je ne suis pas du tout dans une démarche idéologique à donner des réponses idéologiques. Et donc avec les élèves, je fais pareil, quand ils commettent des erreurs, je leur dis, tu as oublié quelque chose, est-ce que tu as pensé à peu près à 6 ou 8 questions? Comment sont positionnées mes pièces? Est-ce que mon adversaire a attaqué une pièce? Est-ce que ma structure de pion est correcte? Est-ce que j'envisage que ce coup-là va être favorable à une bonne finale? Je l'invite à trouver lui-même en se posant les bonnes questions. Et moi je trouve qu'il n'y a pas de meilleure réponse en invitant à se poser les bonnes questions. D'ailleurs, c'est un peu la transition avec mon futur film que je vais sortir le 5 avril. C'est que je vais inviter les gens, je vais même des fois les perturber, que ce soit les croyants, les athées, les conservateurs, les monarchistes, les communistes. Mais justement, moi je crois que je suis sur une ligne de crête. Ce qui est important, c'est que chacun puisse s'exprimer, en fait, sortir de ses gonds. Parce qu'en fait, il n'y a rien de pire que la passivité, la mollasserie et le non-dit, en fait. Faire l'autruche. En ce moment, on est dans une période où il faut faire tout sauf l'autruche. Peu importe ses avis, ses opinions, enfin, il faut les balancer, il faut les confronter. Et c'est vraiment une vision hegelienne, c'est-à-dire dans la dialectique, dans la confrontation, on peut progresser soi-même. Et c'est ça le but, finalement, le but de la communauté, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence collective. Est-ce que tu dois peut-être aussi constater par rapport plutôt maths et physique, le niveau il est comment? C'est une catastrophe. J'ai toujours un exemple en tête, il n'y a même pas un an ou 2 ans. C'est la première fois en quand même 15 ans que je fais l'expérience du soutien scolaire par internet, qu'un élève de terminale me demande si 1 kilo ça fait 1000 grammes. Donc là ça m'a fait mal. Franchement, je savais qu'il y avait une dégradation. Et il y a un autre aspect qui est vraiment impressionnant, c'est que j'ai des élèves que moi je considère de très, très mauvais niveau. J'étais dans un bon lycée, j'étais au lycée Henri IV.
Mais quand même, j'ai pu comparer avec d'autres lycées, je vois des élèves qui sont vraiment, je dis, des difficultés énormes, des lacunes énormes sur des fractions, des trucs tellement bêtes, tu vois, par exemple, dans les fractions, le truc qui revient de façon récurrente, c'est de simplifier une fraction. Par exemple, je vais donner 9 moins 7 sur 11 moins 7, ah ben il y a 7 et 7, donc on enlève, ça fait 9 sur 11. Alors que ça fait 2 sur 4 égale 1,5 en fait. Ouais, ils simplifient alors qu'il n'y a pas de produit au numérateur et à dénominateur. Je dis, ça c'est de la folie. Et ces gars-là, quand je leur annonce, je leur demande à la fin du trimestre, alors comment ça s'est passé ton trimestre, t'as eu combien? Ah ben j'ai eu 15, 16. C'est-à-dire que ça aussi c'est un phénomène vraiment gravissime. Ils ont des bonnes notes, mais en fait ça signifie rien. Absolument, c'est-à-dire que les notes, le niveau est tellement dégradé que l'éducation nationale ne trouvera rien d'autre que de gonfler artificiellement les notes. Tout est gonflé, d'accord. Tout est gonflé. Ils ont 15, mais en fait ils sont pas bons. Il faut donner l'illusion que non, mais vous inquiétez pas, c'est pas vrai que le niveau général s'est dégradé. Donc là tu comprends bien ce qui s'en vient et le futur avec toutes ces jeunes personnes qui ont bien du mal. Et tout qui s'écroule, tout qui se nivelle par le bas. Absolument. D'ailleurs, tout ça, ça vient dans un ensemble qui est tout à fait cohérent. C'est-à-dire que le pouvoir en face, qui nous fait beaucoup de mal, en fait, est très cohérent. En fait. Ça vient aussi dans l'affaiblissement général, effectivement, de la culture, de l'intelligence. C'est voulu pour toi, l'éducation nationale, le programme, c'est voulu. Pour moi, c'est absolument voulu, c'est-à-dire un abaissement du niveau critique, de la capacité d'autonomie critique, sans suivre comme des boutons, des lignes qui sont des lignes de la doxa, en fait. Si les gens étaient mieux armés intellectuellement, et même la curiosité même de lire, même de s'instruire par eux-mêmes, ils seraient déjà beaucoup mieux armés pour faire face à toutes les couleuvres qu'on est en train de nous faire avaler. Quelque part, alors c'est dans le public, parce que leurs rejetons, ils ne vont pas les mettre dans le public. Si dans le privé, dans les écoles spéciales, il y a un meilleur niveau. Alors, je suis pas persuadé. S'il y a une volonté par certains de faire ça, c'est pas pour après laisser les petits, les derniers subir ça. Alors je suis pas persuadé parce qu'en réalité c'est vrai qu'on fait beaucoup de distinctions entre le public et le privé. Oui. J'ai eu beaucoup de très bons élèves des meilleurs lycées parisiens, Henri IV, Louis le Grand, Stanislas qui a fait parler de lui actuellement récemment à cause de la ministre de l'Éducation nationale qui a fait un passage éclair. Et donc en réalité oui c'est vrai qu'il y avait ces trois-là, oui il y a un excellent niveau. Mais c'est l'exception. J'ai l'impression que c'est l'exception parce que il y a beaucoup d'écoles privées ou des BTS privés où j'ai vu qu'il n'y avait vraiment pas de niveau beaucoup plus élevé. Hein. Et il y a aussi de très bons lycées publics où il y a un très bon niveau, le lycée Charlemagne, dans le Marais ou d'autres lycées. Donc moi en fait je ne l'ai pas vu, mais je n'ai pas non plus une vision globale. Avec ma petite expérience, je n'ai pas vu réellement un tel différentiel entre le privé et le public. Merci. Je t'en prie, merci Rémi.